Cette fois, nous allons vous parler du révolutionnaire USS Monitor, le premier cuirassé américain. Lui qui entra dans l'histoire avec la bataille de Hampton Roads durant la guerre de Sécession, où il affronta le cuirassé confédéré Virginia. Ce n'est rien de moins que la première bataille de cuirassés de l'histoire et marque un tournant dans la guerre navale. Tout d'abord, il faut revenir sur le contexte qui a mené à la création du Monitor. L'idée de navire blindé n'est pas nouvelle. On trouve déjà dès le XVIe siècle des exemples comme le Teikosen japonais ou les bateaux tortues coréens. Mais jusqu'au début du XIXe siècle, aucune marine n'avait sérieusement envisagé la construction de navires cuirassés en fer. C'était techniquement très complexe, extrêmement coûteux, et ça n'avait finalement aucun réel intérêt militaire alors que le bois faisait déjà très bien l'affaire. Mais les choses changent rapidement à partir des années 1820. Les navires de guerre sont alors équipés de canons de plus en plus puissants. On passe de 127 mm à 162 mm sur les grands voiliers et plus de 200 mm grâce à l'avènement de la vapeur. Dans le même temps, le général français Henri-Joseph Pecksan met au point le tout premier canon naval capable de tirer des obus explosifs. Cette invention va changer la donne. Dès les années 1840, son arme est adoptée par les marines françaises, britanniques, russes et américaines. En 1853, lors de la bataille de Sinop, ces obus explosifs pulvérisent les coques en bois de la flotte ottomane. Le message est clair, l'ère du bois touche à sa fin. Dès 1841, les tensions entre les États-Unis et le Royaume-Uni laissent craindre une nouvelle guerre. Deux inventeurs, Robert et Edwin Augustus Stevens, proposent alors un projet de navire cuirassé à vapeur. Le projet est validé par la marine américaine, mais accumule les retards et la mort de Robert Stevens freine les travaux. Si bien que la marine se désintéresse et la construction est abandonnée. Finalement, c'est la France qui ouvre la voie avec les premiers navires blindés. La guerre de Crimée démontre l'utilité du blindage et en 1859, la France lance la Gloire, premier cuirassé océanique de l'histoire. Les Britanniques répondent dans la foulée avec le HMS Warrior. En novembre 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis. Un événement qui va précipiter le pays dans une guerre fratricide, la guerre de Sécession. Lorsque l'Union apprend que les Confédérés sont en train de transformer l'ancien USS Merrimack en cuirassé à Norfolk, c'est l'inquiétude. L'Union n'a rien pour s'y opposer, alors qu'il pourrait attaquer des villes comme New York ou même Washington. C'est ainsi que l'Union se lance dans la création précipitée de son propre cuirassé. L'histoire de la guerre navale est alors sur le point de prendre un tournant spectaculaire. Le 3 août 1861, le Congrès des États-Unis lance un appel à projet pour la construction de navires cuirassés à vapeur. Parmi les 17 conceptions soumises, le Monitor de John Ericsson est sans conteste la plus innovante. Il ne ressemble à rien de connu. Coque en fer, faible tirant d'eau, silhouette ultra basse sur l'eau, propulsion entièrement à vapeur et surtout une tourelle rotative. Une idée révolutionnaire, totalement inédite dans l'histoire navale. Mais le projet semble tellement audacieux que la commission le rejette. Il paraît tout simplement infaisable, beaucoup craignant qu'il ne flotte même pas, sans parler par temps agité. C'est le président Lincoln lui-même qui redonna sa chance au Monitor. Si la conception d'Ericsson semblait très risquée, sa garantie d'une livraison en 100 jours fut déterminante. Le 21 septembre 1861, Ericsson apprend que son projet est accepté. 6 jours plus tard, il signe un contrat avec 3 partenaires, Bushnell, John Winslow et John Griswold. Le contrat stipule que les 4 hommes partageront équitablement les profits ou les pertes. En effet, la marine a insisté que si le Monitor ne s'avérait pas être un succès complet, ils devront rembourser le gouvernement jusqu'au dernier centime. On parle tout de même de 275 000 $ de l'époque, soit plus de 8 millions d'euros de 2025. Ericsson aurait pu s'enrichir grâce aux dizaines d'innovations brevetées utilisées dans la conception du Monitor. Mais il décida de céder tous ses brevets à l'État, déclarant qu'il s'agissait de sa contribution à la glorieuse cause de l'Union.
La quille du Monitor est posée le 25 octobre 1861, mais la construction prend du retard faute de fer et de financement. Avec Ericsson sur son pont au mépris des critiques affirmant qu'il ne flotterait jamais, le Monitor est finalement lancé le 30 janvier 1862 sous les acclamations de la foule. En février, une esclave affranchie, autrefois femme de ménage chez un ingénieur confédéré travaillant sur le Merrimack, informe l'Union que le cuirassé sudiste Virginia est presque terminé. La marine ordonne aussitôt d'accélérer et le Monitor entre officiellement en service le 25 février 1862. Mais en tant que navire expérimental complètement différent de tout ce qui existait à l'époque, il a connu des problèmes. Avant même son entrée en service, des défauts dans les soupapes du moteur obligent à le remorquer. Le 26 février, il reçoit l'ordre de rejoindre Hampton Roads. Mais dès le lendemain matin, alors qu'il quitte New York, il devient incontrôlable. Il faut le remorquer une nouvelle fois jusqu'au chantier naval. Après inspection, on découvre que le gouvernail a été mal installé. Le Monitor était différent de tous les navires existants à quasiment tous les niveaux. Certains l'avaient même surnommé « la folie d'Ericsson ». L'objectif principal de ce dernier était de créer un navire qui serait la cible la plus difficile possible pour les tirs ennemis. Le navire mesurait 54,60 m de long, avait une largeur de 12,60 m et un tirant d'eau maximal de 3,20 m pour un déplacement de 987 tonnes. Sa coque à faible franc-bord faisait à peine émerger le pont blindé à seulement 46 cm au-dessus de la ligne de flottaison. L'équipage, composé uniquement de volontaires, comptait 49 hommes. Il était propulsé par un moteur à vapeur monocylindre conçu par Ericsson, avec une vitesse de pointe prévue de 8 nœuds, mais finalement il n'atteignait que 6 ou 7 nœuds. Le pont était protégé par 2 couches de fer forgé de 13 mm et la ceinture de flottaison par des plaques de fer allant de 76 à 127 mm, renforcées par environ 762 mm de bois. Mais la caractéristique la plus importante du Monitor, c'est sa grande tourelle cylindrique au centre. D'un diamètre de 6 mètres et d'une hauteur de 2,70 m, elle était protégée par un blindage de 20 cm. Sa forme arrondie avait pour but de dévier les tirs ennemis. La tourelle avec ses canons pesait 160 tonnes, soit près d'un quart du poids total du navire. Le contrôle de la tourelle fut un véritable défi. Elle était actionnée par une paire de moteurs à vapeur via un ensemble d'engrenages permettant une rotation complète en 22 secondes. Dans la pratique, un contrôle précis s'avéra difficile. Les moteurs devaient être mis en marche arrière si la tourelle dépassait l'objectif, ou une rotation complète devait être effectuée. De plus, il y avait des problèmes de fuite autour de la tourelle, malgré les efforts de calfeutrage de l'équipage. Un autre problème majeur était l'espace entre la tourelle et le pont qui laissait passer débris et fragments d'obus, pouvant bloquer la tourelle. Ce problème s'est produit à plusieurs reprises sur les moniteurs de classe Passek, qui utilisaient la même tourelle. De plus, des coups directs sur la tourelle pouvaient plier la broche de rotation, la bloquant. Imaginez l'angoisse. Le Monitor n'était armé que d'une seule tourelle. Tout blocage aurait été catastrophique en plein combat. D'autant plus que pour accéder à la tourelle par le bas et l'approvisionner en munitions pendant la bataille, elle devait pivoter pour aligner la trappe d'entrée avec une ouverture dans le pont. Autre problème, la cabine de pilotage blindée du navire se trouvait sur le pont supérieur vers la proue, empêchant de tirer directement vers l'avant. Enfin, pour la visée, la seule façon de voir depuis la tourelle était à travers les ports d'armes, qui pouvaient être fermés par de lourdes trappes en fer lorsque les canons n'étaient pas en position. Le Monitor devait initialement être armé de canons Dahlgren à âme lisse de 380 mm, mais en raison de retard et de l'urgence de la situation, il fut finalement équipé de canons de 280 mm. Ceux-ci pouvaient tirer un boulet ou un obus de 62 kg jusqu'à 3340 mètres à une élévation de 15 degrés, et chaque canon nécessitait 8 hommes. Avoir seulement 2 canons semblait étrange à une époque où la puissance d'un navire se mesurait au nombre de ses canons. En comparaison, le Virginia en avait 10, mais la tourelle rotative devait faire la différence. Si elle n'était pas parfaite, c'était un concept révolutionnaire, qui devint rapidement un standard sur les navires de guerre du monde entier.
Après la bataille de Hampton Roads, certains responsables de la marine ayant assisté au combat remarquèrent que la conception du Monitor pouvait faciliter un arraisonnement. Un système de conduite d'eau chaude pour ébouillanter les assaillants fut alors imaginé. Mais l'opportunité de l'utiliser ne s'est jamais présentée et les témoignages sur son existence réelle sont contradictoires. Le 6 mars 1862, le Monitor quitte le port de New York en direction de Fort Monroe en Virginie, remorqué par un remorqueur océanique Setlow. Mais ce voyage est loin d'être de tout repos. Le commandant, le lieutenant John Warden, a une confiance très limitée dans le joint entre la tourelle et la coque du Monitor. Ignorant les conseils d'Erickson, il décide de mettre la tourelle en position haute et de bourrer de la toile à voile et de l'étoupe dans l'espace entre la tourelle et la coque. Une mesure censée, selon lui, assurer l'étanchéité. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. À la nuit tombée, les vagues déferlent et emportent les toupes, laissant l'eau pénétrer sous la tourelle. Les courroies des ventilateurs se desserrent à cause de l'eau et les chaudières s'éteignent presque complètement. L'atmosphère dans la salle des machines devient toxique et la plupart des hommes qui s'y trouvent s'évanouissent. Bien qu'ils parviennent à redémarrer le ventilateur, les ennuis ne sont pas finis. Plus tard dans la nuit, les câbles de contrôle du gouvernail se bloquent, rendant presque impossible de manœuvrer le navire dans une mer agitée. Le Monitor risque alors de sombrer avant même son premier combat. Heureusement, le Setlow parvient à le remorquer près du rivage où les eaux sont plus calmes. Le 8 mars 1862, le Virginia lance une attaque audacieuse contre l'escadron de l'Union qui bloque la rivière James à Hampton Roads en Virginie. Le Virginia coule les frégates Cumberland et Congress et la frégate à vapeur USS Minnesota s'échoue. La situation est critique pour l'Union. La panique s'empare de Washington. On craint que le Virginia ne prenne la mer pour bombarder des villes comme New York, voire qu'il remonte le fleuve Potomac pour attaquer directement la capitale. Les avis sont partagés, mais des officiers assurent que le Virginia est trop massif pour s'approcher de Washington et que le Monitor est capable de relever le défi. Après ses péripéties en mer, le Monitor arrive à Hampton Roads le soir même, ne pouvant que contempler les dégâts causés par le Virginia à la flotte de l'Union. Le lendemain matin, le Virginia, accompagné des navires Jamestown, Patrick Henry et Teaser, part de Sewell's Point pour achever le Minnesota et les autres navires de l'Union. Le Virginia commence à tirer sur le Minnesota à distance, mais c'est alors que le Monitor surgit soudainement de derrière le Minnesota, débutant alors la première bataille entre cuirassés de l'histoire. Les deux cuirassés s'affrontent généralement à bout portant pendant près de 4 heures. Ils se déplacent constamment, suivant un motif circulaire. Le Virginia est lent et difficile à manœuvrer, mettant une demi-heure pour effectuer un virage à 180 degrés. La tourelle rotative du Monitor facilite les tirs, mais au cours de la bataille, elle commence à avoir des problèmes. Il devient alors extrêmement difficile de l'arrêter à la position voulue, si bien que l'équipage la laisse simplement tourner en permanence et tire à la volée. La tourelle reçoit plusieurs coups directs, provoquant le cisaillement violent de boulons, dont les fragments ricochent à l'intérieur. Le bruit assourdissant des impacts provoque même des saignements de nez et d'oreilles parmi les hommes à l'intérieur. Les deux cuirassés s'approchent si près qu'ils se heurtent à 5 reprises. Le Virginia tente même d'éperonner le Monitor, sans causer de dégâts notables. Cependant, cette collision aggrave les dommages déjà subis par le Virginia lors de sa collision avec le Cumberland la veille. Vers 11 heures, le Monitor a épuisé les munitions de la tourelle et une des trappes des ports d'armes est bloquée. Il se dirige alors vers des eaux peu profondes pour réapprovisionner la tourelle et réparer la trappe endommagée. C'est à ce moment que le Virginia en profite pour attaquer le Minnesota, le mettant en feu et détruisant le remorqueur Dragon. Lorsque le Monitor revient au combat, il ne peut utiliser qu'un seul canon, car la trappe endommagée n'a pas pu être réparée. Vers la fin de l'engagement, un tir du Virginia frappe le poste de pilotage du Monitor, touchant directement sous la cale de visée alors que le commandant Warden regarde dehors. D'autres membres de l'équipage sont aussi touchés par des fragments, aveuglés par les éclats d'obus et les résidus de poudre, et estimant que le poste de pilotage est gravement endommagé, Warden ordonne de s'éloigner vers des eaux peu profondes, où le Virginia avec son tirant d'eau plus important ne peut pas le suivre. Warden est grièvement blessé et le commandement passe au commandant en chef Samuel Greene.
Pris au dépourvu, ce dernier hésite brièvement, mais après avoir évalué les dégâts, il leur donne de retourner au combat. Mais le Virginia, après s'être brièvement échoué, pensa que le Monitor avait quitté le combat et parti pour des réparations à Norfolk. Le Monitor, alors chargé de protéger le Minnesota, ne le poursuit pas. C'est ainsi que se termine la première confrontation entre cuirassés de l'histoire. Le Monitor a été touché 22 fois, dont 9 sur la tourelle et 2 sur le poste de pilotage, tandis qu'il a tiré 41 coups. Le Virginia, quant à lui, a été touché 97 fois par des tirs du Monitor et d'autres navires. Mais aucun des deux n'a subi de dommages importants. La bataille est largement considérée comme un match nul. Bien que le Virginia ait infligé bien plus de dégâts à la flotte de l'Union, le Monitor a réussi à défendre le Minnesota et le reste des forces de l'Union. Stratégiquement, rien n'a vraiment changé. L'Union contrôle toujours Hampton Roads et les Confédérés détiennent toujours plusieurs rivières et Norfolk. Cependant, cette bataille marque un tournant dans l'histoire navale et déclenche la fièvre Monitor dans l'Union. Après la bataille, chacun des deux camps célébra ce qu'il considérait comme sa victoire. Du côté de l'Union, de nombreux spectateurs se rassemblent autour du Monitor pour féliciter l'équipage de sa victoire. Le commandant Warden, blessé lors du combat, fut porté hors de sa cabine sous les applaudissements. Il resta inconscient pendant plusieurs mois avant de reprendre du service actif en 1862 en tant que capitaine de l'USS Montauk, un autre cuirassé de type Monitor. De leur côté, les Confédérés célébraient également la victoire, tandis que des foules se pressaient le long des rives, applaudissant et agitant des drapeaux lorsque le Virginia remontait la rivière. Le gouvernement confédéré promut même son capitaine au rang d'amiral. Par la suite, l'Union et la Confédération élaborèrent des plans pour vaincre le cuirassé adverse. Étonnamment, ces plans ne reposaient pas sur leur propre cuirassé. L'Union affréta un grand navire qu'elle renforça avec de l'acier pour en faire un bélier naval, prêt à éperonner le Virginia s'il s'approchait suffisamment de Fort Monroe. Du côté confédéré, on planifia d'envoyer des hommes aborder et capturer le Monitor. Leur tactique consistait à enfoncer des cales en fer pour bloquer la tourelle, tout en jetant des combustibles enflammés dans les ouvertures de ventilation et les cheminées. Le 11 avril, le Virginia, accompagné de plusieurs canonnières, pénétra dans Hampton Roads jusqu'à Sewell's Point, espérant attirer le Monitor dans un combat décisif. Le Virginia tira quelques coups à longue distance, mais le Monitor resta près de Fort Monroe, prêt à attaquer si le Virginia approchait. Le Vanderbilt était également prêt à éperonner le Virginia s'il s'approchait du fort. Mais le piège ne fonctionna pas. Le Virginia tenta ensuite d'attirer le Monitor en capturant plusieurs navires marchands de l'Union, mais là encore sans résultat. Lors d'une seconde confrontation le 8 mai, le Virginia sortit pour affronter le Monitor et 4 autres navires de l'Union qui bombardaient les batteries confédérées à Sewell's Point. Les navires de l'Union se retirèrent lentement vers Fort Monroe, espérant que le Virginia les suivrait. Mais finalement, les deux cuirassés ne devaient jamais se combattre à nouveau. Lorsque les forces confédérées abandonnèrent Norfolk le 11 mai 1862, elles sabordèrent le Virginia. Désormais sans rival, le Monitor fit partie d'une flottille dirigée par l'amiral John Rogers, accompagné de 3 canonnières qui remonta la rivière James pour affronter les batteries confédérées à Drew Rice Bluff. Leur objectif était d'avancer vers Richmond et de bombarder la ville jusqu'à sa reddition. Ils se rapprochèrent à moins de 13 km de la capitale confédérée, mais furent bloqués par des navires coulés et des débris obstruant le passage. S'ajoutaient à ça les redoutables batteries de Fort Darling, perchées stratégiquement sur la rive ouest de la rivière James, au sommet d'une falaise dominant un coude du fleuve. Lors de cette bataille, le Monitor ne fut pas d'une grande utilité. Sa tourelle n'avait pas suffisamment d'élévation pour atteindre les batteries confédérées, tandis que les canonnières ne pouvaient à elles seules briser les fortifications. De plus, les confédérés, dont certains étaient d'anciens membres d'équipage du Virginia, connaissaient bien la résistance du Monitor et concentrèrent rapidement leurs tirs sur les autres navires de l'Union, leur infligeant d'importants dégâts. Après près de 4 heures d'échanges d'artillerie intense, la flottille échoua à neutraliser le fort et dut battre en retraite. Par la suite, le Monitor resta sur la rivière James, apportant son soutien aux troupes du général McClellan à plusieurs reprises, mais demeura principalement inactif.
À la fin du mois d'août, il reçut l'ordre de retourner à Hampton Roads, où sa mission principale devint de bloquer la rivière James pour empêcher le Virginia II, un nouveau cuirassé bélier construit par les Confédérés, de remonter le fleuve. En septembre 1862, les moteurs et les chaudières du Monitor étaient à bout de souffle. Le cuirassé est alors envoyé à Washington pour y subir des réparations. À son arrivée, le Monitor et son équipage sont accueillis en héros par une foule enthousiaste venue voir le navire qui, selon beaucoup, avait sauvé la nation. Le président Lincoln lui-même fit le déplacement, et des régiments entiers de l'armée reçurent l'ordre de se rendre au chantier naval pour honorer l'équipage. Il resta en cale sèche pendant 6 semaines. Subissant un nettoyage en profondeur, ses moteurs et ses chaudières sont révisés et plusieurs améliorations furent apportées. Pour le rendre plus navigable, une cheminée en entonnoir de 9 mètres de haut fut installée, ainsi que des bouches d'aération surélevées. Plusieurs grues sont intégrées et des aménagements intérieurs rendent l'environnement confiné un peu plus confortable. Afin d'assurer la sécurité de l'équipage par mer agitée, des chandeliers avec cordage furent installés autour du franc-bord, rendant la marche sur le pont bien plus sûre. En novembre, le Monitor était entièrement réparé et prêt à reprendre du service. Le 24 décembre 1862, l'ordre fut donné au Monitor de mettre le cap sur Beaufort en Caroline du Nord pour une expédition conjointe de l'armée et de la marine visant à prendre Wilmington. Toutefois, l'idée de naviguer en haute mer ne fut pas accueillie avec enthousiasme par les membres d'équipage, qui se souvenaient encore du voyage mouvementé entre New York et Hampton Roads. En effet, si la conception du Monitor était parfaitement adaptée aux combats fluviaux, elle l'était infiniment moins pour la navigation en eau agitée. Le Monitor prit finalement la mer le 31 décembre, remorqué par le vapeur Rhode Island, alors qu'une tempête se développait au large du cap Hatteras. Le cuirassé se retrouva rapidement en grande difficulté alors que la tempête gagnait en intensité. Des vagues gigantesques submergèrent le pont et la timonerie, l'eau s'infiltra par les évents rendant le navire incontrôlable. À certains moments, il tombait dans les creux des vagues avec une telle violence que toute sa coque tremblait et des fuites commencèrent à apparaître de toutes parts. Les pompes parvinrent temporairement à contenir l'inondation, mais une série de vagues particulièrement violentes aggrava la situation. L'eau atteignit la salle des machines et rapidement la situation devint désespérée. Les pompes à vapeur s'arrêtèrent et l'équipage fut contraint de pomper manuellement, allant jusqu'à utiliser des seaux, mais tous leurs efforts furent vains. Le Monitor chavire et sombre corps et âme à 26 km au sud-est de Cap Hatteras, emportant avec lui 16 membres d'équipage, tandis que 47 furent secourus par le Rhode Island. Ainsi se termine l'histoire du premier cuirassé américain, englouti par les eaux tumultueuses de l'Atlantique. Mais ce navire révolutionnaire inspira rapidement la création de la classe Monitor, une toute nouvelle catégorie de navires de guerre sans mât, au faible franc-bord, dotés d'un armement en tourelle. Pendant la guerre de sécession, pas moins de 60 cuirassés basés sur ce concept furent construits, jouant un rôle essentiel dans le conflit. Son influence dépassa les frontières américaines. Inspiré par le Monitor, Sir Edward Reed, constructeur en chef de la Royal Navy britannique, développa la classe Dévastation, le premier navire à tourelle océanique sans mât, précurseur direct des cuirassés modernes. 111 ans après son naufrage, le Monitor fut retrouvé près du cap Hatteras. L'épave, ainsi que tout ce qui l'entoure, fut désigné Monitor National Marine Sanctuary, le premier sanctuaire marin des États-Unis en 1975. Et en 1986, l'épave fut classée monument historique national. Si son renflouage était financièrement et techniquement irréaliste, les canons, la tourelle, le moteur et d'autres reliques ont été récupérés et sont aujourd'hui exposés au Mariners Museum de Newport News, en Virginie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.